Mon petit ami et moi vivons dans une zone rurale du nord du Michigan. La ville la plus proche est à environ 30 km et la suivante est presque 2 fois plus loin. Nous vivons juste à côté d'une immense forêt nationale, donc nous avons énormément d'animaux sauvages. Pour en venir à notre histoire, mon petit ami travaille de nuit. Souvent, je l'emmène au travail et je vais le chercher, donc nous sommes souvent sur la route la nuit. Une nuit, il y a 2 ou 3 semaines, j'allais le récupérer à la salle de sport après son service. J'avais nos chiens avec moi, un Doberman de 2 ans et un Husky de 14 ans. Nous avons pris un virage près de chez nos voisins qui ont un grand pâturage avec un seul cheval. En 4 ans, je ne l'ai jamais vu dehors après la tombée de la nuit. Il se retire dans son abri quand la lumière disparaît et n'en sort qu'au lever du jour. On peut voir l'intérieur de son abri en prenant ce virage. Nous sommes arrivés à la lisière des arbres au fond du pâturage et je l'ai vu. Ça ressemblait au cheval, mais dès la première seconde, j'ai su que ce n'était pas lui. Il était 4h30 du matin, je venais juste de le voir dans son abri. Tous mes poils se sont hérissés, mon cœur s'est emballé et j'ai ressenti une sensation très étrange. J'ai dû freiner en même temps car nous arrivions à un stop. J'ai regardé mon Doberman sur le siège passager. Il avait tous les poils dressés, les dents découvertes. Il a laissé échapper un grognement guttural que j'ai senti dans ma poitrine. Je ne l'avais jamais vu comme ça. C'est un chien très docile, difficile de le perturber. J'ai eu la chair de poule et des frissons pendant les 30 km jusqu'en ville. Il y a 3 jours, mon petit ami rentrait du travail et de la salle de sport quand il est tombé sur la créature lui aussi. Il a dit qu'il avait vu un cerf en train de manger des déchets renversés d'une poubelle au bout d'une allée. Il n'y a pas prêté attention jusqu'à ce que le cerf se lève sur ses pattes arrière et traverse la route en marchant pour rejoindre les arbres. Mon petit ami est un ancien soldat d'infanterie. Je ne l'ai jamais vu nerveux ou secoué par quoi que ce soit en 4 ans. Mais quand il est rentré, j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Il avait la chair de poule. Quand il m'a raconté l'histoire, j'ai eu des frissons et la même sensation glaciale. Je ne veux pas prononcer le nom de la créature à laquelle je pense. Il y a beaucoup de légendes et d'histoires sur cette terre. Quelle que soit cette créature, elle est terriblement proche de notre maison. Maintenant, je me méfie de toute la faune que je croise. Mon ami et moi faisions du vélo sur un sentier non éclairé entre 2 quartiers vers 19h40. Le sentier est entouré d'une densité d'arbres légère à moyenne. Nous avons eu une rencontre avec un humanoïde qui nous a profondément perturbés tous les deux. En roulant, nous avons vu une petite lumière blanche extrêmement brillante devant nous. Elle était aussi petite en son centre qu'une lampe de poche classique, mais bien plus lumineuse qu'un phare de voiture. Lorsque nous nous sommes arrêtés et avons dirigé nos lampes de vélo vers elle, la lumière s'est éteinte instantanément. En environ 2 secondes, l'entité s'est déplacée d'environ 27 mètres pour se placer derrière un arbre proche de nous. La vitesse était totalement floue, impossible à suivre. Elle a tenté de se cacher derrière un arbre d'environ 75 cm de diamètre, mais elle était trop large pour être complètement dissimulée. Nous avons crié et pointé nos lampes directement sur elle, mais elle est restée parfaitement immobile. Pas un seul mouvement, pas un frémissement. Au moment où nous avons tourné nos vélos pour partir, nous avons entendu un unique crunch très lourd dans les feuilles, comme un pas puissant. La créature était grande, 2 mètres environ. Le détail le plus troublant était la longueur des bras. La partie supérieure, de l'épaule au coude, mesurait au moins 90 cm. Les membres étaient massifs et musclés, environ 12 à 15 cm d'épaisseur. Il semblait avoir les bras croisés sur la poitrine en se tenant derrière l'arbre. La peau avait un éclat particulier, similaire au matériau synthétique d'un blouson aviateur vert foncé. Au niveau de son comportement, il ne réagissait ni comme un humain, ni comme un animal connu. Aucun signe de peur, aucun son, et il utilisait une source lumineuse d'une intensité inhabituelle qui ne ressemblait pas à une lampe de poche classique. Quelqu'un a-t-il déjà vu quelque chose avec de telles proportions ? Les bras de 90 cm et la vitesse extrême sont ce qui nous inquiète le plus.
Il y a plus de 20 ans, mon ami et moi avons vécu une rencontre que j'ai longtemps considérée comme un rêve. Une conversation récente avec lui m'a fait comprendre que ce n'était pas un rêve. Dans les années 1990 et 2000, mes parents possédaient une propriété au bord d'un petit lac du centre du Michigan. Des dizaines d'autres personnes possédaient également des terrains sur ce lac et aux alentours. J'ai eu la chance de côtoyer de nombreux enfants de mon âge dont les parents étaient aussi propriétaires au bord de ce lac. La plupart des gens utilisaient ces propriétés comme résidence secondaire, mais quelques-uns y vivaient à l'année. Un soir, j'étais avec une douzaine de copains sur la terrasse d'une amie, avec vue sur le lac. Elle habitait de l'autre côté du lac. Au fil de la soirée, les gens sont rentrés fatigués ou à cause du couvre-feu. Vers 2h30 du matin, il ne restait plus que l'amie, une amie qu'elle avait amenée, mes deux amis, que j'appellerais Mike et Tom et moi. L'ami et son ami ont décidé de rentrer, alors Mike, Tom et moi avons dû faire le tour du lac pour rejoindre les propriétés de nos parents respectifs. Mike et moi avions 15 ans à l'époque, Tom en avait 14. Ma copine de l'époque, que j'appellerais Ashley, était avec nous chez un ami plus tôt dans la soirée, mais elle était rentrée à cause du couvre-feu. Normalement, j'aurais fait pareil, car Ashley et moi avions le même couvre-feu. Mais ce soir-là, je dormais chez Mike, alors je ne l'ai pas fait. Ashley est donc rentrée à pied avec d'autres personnes. Lorsque nous avons quitté la propriété de la jeune fille, tout le monde savait que je devais passer la nuit chez Mike. Ce détail aura son importance par la suite. La propriété de la famille de Tom était mitoyenne de celle de mes parents. Mike habitait 2 rues plus loin, à environ 10 minutes à pied de chez nos parents. Sur le chemin du retour, Mike m'expliquait qu'il faudrait faire attention à ne pas réveiller sa sœur et sa mère une fois arrivé chez lui. Tom a alors suggéré qu'il avait installé une tente sur le terrain de ses parents et a proposé qu'on y dorme tous ensemble. Mike et moi avons accepté. De retour chez Tom, nous nous sommes tous installés à nos emplacements dans les tentes. Mike s'est endormi assez vite, tandis que Tom et moi sommes restés éveillés à discuter. Tom avait un faible pour l'ami de la fille chez qui nous venions de passer et nous parlions de la façon dont il pourrait tenter de la séduire. Pendant notre conversation, nous avons entendu des grognements à l'extérieur, puis une voix qui appelait nos 3 noms. Cette voix ressemblait trait pour trait à celle d'Ashley. Au début, nous n'avons pas paniqué et avons répondu. La voix nous a demandé d'ouvrir la tente et de la laisser entrer. J'allais ouvrir la tente quand Tom m'a arrêté et a pointé du doigt une silhouette à l'extérieur. La silhouette ne ressemblait en rien à Ashley, elle était bien plus grande, semblait un peu voûtée et n'avait pas les cheveux longs comme Ashley. Tom et moi sommes restés figés et la voix nous a de nouveau demandé d'ouvrir la tente et de la laisser entrer. Nous ne savions pas quoi faire, mais j'ai fini par faire semblant que la fermeture éclair était coincée. Ashley a alors déclaré qu'elle n'arrivait pas à croire qu'elle s'était enfuie en douce pour qu'on se moque d'elle et qu'on l'empêche de rentrer. Après plusieurs tentatives pour nous convaincre, Ashley est partie et nous n'avons plus jamais entendu parler d'elle. Tom et moi nous sommes endormis peu après. Mike, lui, ne s'est jamais réveillé pendant tout ce temps. Le lendemain, Tom et moi n'avons pas reparlé de ce qui s'était passé. J'ai retrouvé Ashley et je me suis excusé de ne pas l'avoir laissée entrer dans la tente la nuit dernière chez Tom. Perplexe, elle m'a dit « Je croyais que tu dormais chez Mike et qu'elle ne s'était jamais éclipsée. » Sa sœur a confirmé ses dires. Elle partageait une chambre chez leurs parents. C'est là que j'ai compris. Elle avait raison. Les seules personnes qui savaient que Mike et moi avions dormi chez Tom la nuit dernière étaient Mike, Tom et moi. C'était avant l'arrivée du GPS sur les téléphones portables et des smartphones. Les SMS coûtaient 25 centimes pièce, donc leur utilisation n'était pas aussi répandue qu'aujourd'hui. On s'appelait pour discuter et aucun d'entre nous n'avait appelé qui que ce soit après avoir quitté la maison de la fille de l'autre côté du lac. J'ai mis ça sur le compte d'un rêve. Malheureusement, les parents de Tom ont perdu leur maison suite à une saisie immobilière pour non-paiement d'impôts l'été suivant et j'ai perdu contact avec lui pendant des années. Mike et moi sommes restés amis pendant 2 étés. Ashley et moi avons eu une relation en dents de scie pendant 1 ou 2 étés, mais nous n'avons plus jamais reparlé de cette soirée. Je n'y ai plus repensé jusqu'à la semaine dernière. Une fois adultes, nous sommes tous devenus amis sur les réseaux sociaux. On se parlait rarement, mais on était tous amis en ligne. Presque tous nos amis du lac le sont. Malheureusement, Mike est décédé quelques années après cette fameuse soirée dans un accident de voiture dont il n'était absolument pas responsable. C'était très triste, et l'une des dernières fois où j'ai vu tous les membres du lac en personne, c'était à ses funérailles. La semaine dernière,
Tom et moi avons commencé à échanger des textos via Messenger à propos des Lions de Détroit. Et il a mentionné cette soirée pour une raison quelconque, en disant à quel point nous avions été stupides d'avoir eu peur et de ne pas avoir laissé Ashley entrer dans la tente. À ce moment-là, j'ai eu un mauvais pressentiment. Ce n'était pas un rêve si Tom s'en souvenait, et Ashley m'avait assuré qu'elle ne s'était jamais enfuie en cachette il y a des années. Je l'ai dit à Tom et lui ai demandé s'il était sûr de s'en souvenir. Il a répondu « Ah oui, c'était la nuit où on avait passé notre temps à parler de mon envie de coucher avec la copine de la fille. » Il a décrit exactement ce que j'avais vu, une créature de plus de 2 mètres de haut, le dos voûté. Lui aussi pensait avoir rêvé, et en évoquant ce rêve, il cherchait à savoir si c'était la réalité ou non. Nous n'avons aucun doute sur l'apparence de cette silhouette et sur le fait qu'elle portait la voix d'Ashley. Nous n'avons jamais rien vu de tel, ni avant ni après cette nuit-là. À notre connaissance, personne d'autre aux alentours du lac n'a rien vu de pareil. Mike ne nous a rien dit avant de mourir. J'avais déjà entendu parler de Skinwalker, sans jamais vraiment y prêter attention. Après ma conversation avec Tom, j'ai approfondi mes recherches, et je pense qu'un Wendigo correspondrait davantage à ce que nous avons vu, car nous ne sommes ni dans le sud-ouest des États-Unis, ni près d'une réserve amérindienne. C'était en juillet 2019. Je faisais du vélo le long de l'allée interminable qui mène à la maison de ma grand-mère, à Howell, Michigan. Le coin est profondément enfoui dans les bois, totalement isolé, et la maison la plus proche se trouve à presque 2 km. À cette heure-là, le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière dorée entre les arbres. C'est à ce moment précis que je l'ai vu. Une énorme silhouette sombre a littéralement sauté au-dessus de moi. Pas un oiseau. Impossible. C'était bien trop massif, bien trop rapide, et la façon dont ça s'est déplacé n'avait rien de naturel. Le temps que je me retourne, la chose avait déjà disparu. J'ai scruté le ciel, le chemin, les bas-côtés, cherchant la moindre trace, mais il n'y avait rien, comme si la créature n'avait jamais existé. Plus tard dans la soirée, le chien de ma grand-mère, Cody, a demandé à sortir. Dès qu'on a ouvert la porte, il s'est précipité vers les bois et s'est mis à aboyer frénétiquement, pas un aboiement normal. Un aboiement profond, agressif, celui qui ne réserve qu'aux choses vraiment imposantes, comme une voiture ou un intrus. C'est comme s'il avait perçu exactement ce que j'avais vu plus tôt. On a fini par réussir à le faire rentrer, mais il n'a jamais cessé de fixer la lisière des arbres, les poils hérissés, comme si quelque chose l'observait encore. 1 an plus tard, l'histoire s'est répétée. Je conduisais sur une petite route isolée avec un ami. Sans prévenir, une forme gigantesque, massive, sombre, a traversé la route à une vitesse inimaginable. Sa tête ressemblait à celle d'un chien, mais je n'en suis pas sûr. Mon ami l'a vu aussi. Il a immédiatement dit « C'était quoi ça ?» On a pensé que c'était peut-être un taureau ou quelque chose comme ça, mais il n'y a pourtant aucune ferme dans cette zone, aucun bétail, aucun cheval. Et surtout, aucun animal connu ne peut courir aussi vite. La créature a disparu dans les bois en une fraction de seconde, exactement comme la première. Les 2 fois, la chose était immense, noire, d'une rapidité impossible et capable de disparaître presque instantanément. Cette observation a eu lieu quand j'avais entre 8 et 11 ans, et à ma connaissance, c'est la première et la seule fois où j'ai vu quelque chose de ce genre, même si j'ai vu ou entendu beaucoup de choses étranges dans les bois au cours de ma vie, empreintes, bruits inhabituels, dispositions étranges de branches ou de débris naturels, etc. Moi et mon ami, appelons D, qui habitait en face de chez ma grand-mère, jouions dans le jardin pendant que mon oncle travaillait dans son atelier. Nous jouions à un jeu quelconque d'après mes souvenirs, et pour une raison inconnue, j'ai regardé en direction de la forêt derrière la maison. Pour donner une idée de la disposition du terrain, la maison se trouve à environ 4 à 6 mètres de la route principale. Il y a environ 5 autres maisons le long de cette portion de route, et la forêt entoure pratiquement toutes les propriétés, ainsi que la route. Si vous connaissez la région de Corinthe, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Le jardin arrière est assez grand, je dirais environ 1 hectare,
À partir de l'arrière de la maison, le terrain descend dans une sorte de petite vallée circulaire, avec de nombreux petits arbres et buissons au centre. Mon oncle avait une piste pour quad qui faisait le tour de la base de cette vallée, probablement envahie aujourd'hui. Au-delà de la base, le terrain remonte en formant une colline assez raide qui mène directement à la forêt. Bref, en regardant vers la forêt, j'ai vu quelque chose bouger au loin. Ce mouvement, d'après une estimation approximative, se trouvait à environ 18 à 23 mètres. À l'époque, ma vue n'était pas très bonne, alors j'ai demandé à D de me prêter ses lunettes. En regardant à travers, j'ai vu ce qui avait attiré mon attention. À cet âge-là, je croyais aux cryptides. Ma croyance s'est un peu atténuée avec le temps, mais ce que j'ai vu était soit l'une de ces créatures, soit un gorille échappé d'un zoo. Et à ma connaissance, il n'y a aucun zoo près de chez ma grand-mère. Cette chose était immense et je pouvais distinguer sa musculature et sa couleur. Elle marchait à quatre pattes, de dos par rapport à nous, en remontant la colline vers la forêt, de l'autre côté de la petite vallée, avec les buissons entre nous. Elle était principalement noire, mais la lumière du soleil sur sa fourrure lui donnait une teinte brunâtre. Ça ne pouvait pas être un ours noir. La tête était en forme de cône et je distinguais clairement les épaules et les muscles du dos, ressemblant beaucoup à ceux d'un primate. Elle est restée dans la clairière environ 15 secondes avant de disparaître dans les bois. Je me souviens que nous étions tous les deux effrayés, mais aussi excités d'avoir probablement vu cette créature. Les histoires que ma grand-mère me racontait à propos de bruits étranges dans les bois prenaient soudain beaucoup plus de sens. Elle pensait que c'était des panthères ou des lynx, ce qui est possible, mais on ne peut jamais être totalement sûr. Je n'ai raconté cette histoire qu'à très peu de gens, pour éviter d'être traité de fou ou d'enfant trop imaginatif. Mais quelles sont les chances que deux personnes voient exactement la même chose si ce n'était que mon imagination? Oui, j'ai parfois des doutes sur cet événement, mais j'aime croire que ce que j'ai vu était bel et bien un Sasquatch. Les événements que je vais raconter se sont tous produits au cours des 2 dernières années environ. Je suis passionné d'horreur, donc je connais bien les cryptides, créatures, légendes, etc. Mais je n'ai aucune explication raisonnable pour ce qui se passe en ce moment. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne souffre d'aucune maladie mentale et que je ne crois pas aveuglément au surnaturel. La propriété où je vis appartient au côté paternel de ma famille depuis des générations. Elle se trouve à la campagne et la maison est un manoir, plutôt agréable d'ailleurs. La forêt entoure la propriété et s'étend sur environ 2 km derrière. La maison actuelle est relativement récente comparée à l'âge du terrain. Il y a environ 100 ans, une femme à cheval aurait cambriolé l'ancienne maison, volé toute l'argenterie, mis le feu à la bâtisse puis disparu. Nous avions trouvé un livre derrière le garde-manger en rénovant, un livre qui racontait l'histoire du lieu, mais impossible de remettre la main dessus aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, j'ai grandi ici et j'en garde de très bons souvenirs, jusqu'à il y a environ 2 ans. J'avais invité mes camarades de groupe à dormir chez moi, car nous avions un concert pas loin le lendemain. J'avais très mal dormi la nuit précédente, donc pendant qu'eux dormaient tous dans le sous-sol, qui sert de salon secondaire, j'ai choisi de dormir dans ma chambre à l'étage. On avait passé une super soirée et je suis allé me coucher vers 2h30 du matin. Juste au moment où j'allais m'endormir, un bruit venant de l'avant de la maison m'a réveillé d'un coup. J'habite au 2e étage et j'avais laissé ma fenêtre ouverte parce que c'était l'été. Le bruit que j'ai entendu ne ressemblait à rien de ce que j'avais pu entendre dans ma vie. C'était un cri incroyablement puissant et perçant. Chaque cri durait 4 à 5 secondes et entre chacun d'eux, on entendait une respiration tout aussi profonde et rauque, comme si la créature hurlait depuis des heures. Mais c'était impossible, tout avait commencé soudainement juste devant ma maison. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un homme blessé, parce que ça sonnait désespéré, mais plus j'écoutais, moins j'y croyais. Ce qui m'a vraiment glacé, c'est le bruit de sa course. Je sais que beaucoup d'animaux peuvent produire des cris ressemblant à ceux d'un humain, et j'ai vraiment essayé de trouver une explication naturelle. Mais cette chose courait sur 2 jambes. Je l'entendais distinctement sur le gravier. Et non seulement elle courait sur 2 jambes, mais elle courait extrêmement vite. Au début, je ne pouvais pas bien l'estimer, parce qu'elle tournait autour de la cour. J'étais complètement paralysé.
Il faut beaucoup pour me faire peur, mais là, c'était au-delà de tout ce que j'avais vécu. Je me sentais menacée vraiment, comme si j'osais regarder par les stores, elle me verrait, et je n'osais même pas imaginer ce qui se passerait ensuite. Je suis restée immobile pendant ce qui m'a semblé être des heures. Finalement, la chose est partie en courant, toujours en hurlant. C'est là que j'ai compris à quel point elle était rapide, probablement presque 2 fois plus rapide qu'un humain normal. Ça m'a terrifiée. Je marche dans ces bois tous les jours, parfois même la nuit. Quand les cris ont cessé, je suis restée assis un moment. J'ai essayé d'enregistrer le son avec mon téléphone, mais on n'entend presque rien. J'ai dû compresser l'audio pour distinguer quelque chose. J'ai attendu qu'elle revienne, mais rien. Je suis descendue en courant voir mes amis qui étaient encore éveillés devant un film nul. Ils ont vu immédiatement que j'étais secouée. « Vous avez entendu ça ? » ?»« Entendu quoi ? » ?»« Les cris. » Ils n'avaient rien entendu. La télé était forte et toutes les fenêtres du sous-sol étaient fermées. Je leur ai tout raconté. Ils ont fait semblant d'y croire, mais je sais qu'ils pensaient que j'avais halluciné. Une fois la panique retombée, je me suis écroulée dans mon lit. Les mois suivants, j'étais paranoïaque dans les bois. Je les évitais autant que possible, mais c'était difficile. Tous les chemins vers la maison passent par la forêt. Quand les jours ont commencé à raccourcir, j'éteignais même la lumière arrière de mon vélo pour ne pas être repéré par quoi que ce soit. Rien ne s'est passé pendant un moment. Puis il y a quelques mois, mon chien a commencé à agir bizarrement. La nuit, quand je descendais chercher quelque chose au frigo, il restait assis devant la grande porte qui donnait sur le reste de la maison. Ma maison est très longue. Depuis la cuisine, on voit tout le couloir. Il fixait l'obscurité, immobile, sans répondre quand je l'appelais. Ses yeux étaient rivés sur le vide. C'était inquiétant, mais je n'y ai pas trop pensé. Quelques nuits plus tard, je le trouve assis devant la porte d'entrée. Je pense qu'il veut sortir, alors je le laisse faire. Il fonce dehors à toute vitesse et disparaît dans les bois. Je ne veux pas qu'il se blesse, donc je prends une lampe torche et je sors. J'avance un peu dans le jardin en l'appelant. À environ 50 mètres de la maison, j'entends des bruits de feuillage tout près. Je pense que c'est lui, alors j'attends. Puis le cri retentit de nouveau, le même. Il venait des bois et tous les oiseaux se sont envolés d'un coup. Quelques secondes plus tard, mon chien surgit en courant de la même direction. On détale tous les deux vers la maison. Le jardin est un grand espace ouvert et je me suis sentie exposée, vulnérable. On rentre, je verrouille la porte. Les cris continuent au loin, je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Quelques mois ont passé et j'avais presque oublié ces cris. Jusqu'à il y a quelques jours, alors que j'essayais de dormir, j'ai entendu un bruit. Quelque chose frappait contre les murs de la maison. Ça n'a duré que quelques secondes, mais c'était clair. Depuis, ça arrive tous les soirs. Et cette nuit-là, c'était différent. Ça tapait à ma fenêtre, au 2e étage. J'ai peur, mais je n'ai aucune raison valable d'appeler la police. J'ai envisagé l'hypothèse d'un renard. Il y en avait beaucoup dans la région quand j'étais enfant, mais ces dernières années, il n'y en a plus. Je connais très bien le cri d'un renard. C'est terrifiant, oui, mais ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai entendu. La faune locale dans cette partie de la Suède est très limitée, sangliers, lynx et renards. Les lynx sont extrêmement rares et je suis presque sûre qu'il n'y en a pas dans ces bois, pareil pour les sangliers. J'ai voulu savoir plus sur l'histoire du lieu et mon grand-père, qui vit aussi sur la propriété, m'a dit que 7 personnes sont mortes dans ces bois au cours des 25 dernières années. C'est étrange, surtout qu'il n'y a aucun animal ici capable de tuer un humain et que le terrain n'a rien de dangereux. Tout ça est vraiment bizarre, mais je reste sceptique. J'avais un peu oublié cette histoire jusqu'à ce que mes collègues et moi parlions de choses étranges qui nous étaient arrivées dans le passé. Ils étaient choqués et en leur racontant, je leur ai demandé si quelqu'un avait déjà vécu quelque chose de similaire. Ils ont tous répondu non. C'était ma 2e année de lycée. À l'époque, je sortais avec un garçon, appelons John, et ma meilleure amie Kelly et moi devions aller à une fête avec lui. Kelly y allait avec un ami de John, Max, un double rendez-vous en quelque sorte. Nous sommes restés à cette fête jusqu'à environ 3 heures du matin. Ensuite, nous avons décidé d'aller chez John avant qu'il ne nous ramène, Kelly et moi, chez elle. Kelly et Max sont montés dans le loft, tous les deux très ivres, tandis que John et moi sommes allés dans sa chambre pour regarder un film. Vers 5 heures du matin, on s'est dit qu'il valait mieux rentrer.
John est monté chercher Kelly et Max, pendant que je sortais discrètement par la fenêtre de la chambre d'amis pour aller démarrer la voiture. Je saute par la fenêtre et comme John vit dans les contreforts, l'herbe derrière sa maison fait environ 1,20 m à 1,50 m de haut. J'ai entendu quelque chose bouger dans l'herbe, mais il faisait très sombre et je ne voyais presque rien. Une faible lumière du porche éclairait un peu, juste assez pour que je voie quelque chose d'environ 2,10 m à 2,40 m courir dans l'herbe. Ce n'était pas une course normale. Ses genoux montaient presque jusqu'à sa poitrine à chaque pas. La chose était extrêmement maigre. Je me suis figé. J'étais terrifié et aussi épuisé vu l'heure. Au début, j'ai cru que c'était mon ombre, mais j'ai vite changé d'avis en voyant sa façon de courir. Puis ça s'est arrêté net. Je ne pouvais pas voir son visage ni aucun trait humain. Il faisait trop sombre. J'ai baissé les yeux pour allumer la lampe de mon téléphone et quand j'ai relevé la tête, la chose avait disparu. Alors j'ai couru aussi vite que possible jusqu'à la voiture et j'ai verrouillé toutes les portes. Peu après, Kelly et John ont couru jusqu'à la voiture. Ils avaient laissé Max à la maison, trop ivre pour se faufiler dehors. Kelly était terrorisé, je l'ai vu à son visage. John semblait calme, mais il voulait juste l'installer à l'arrière. Ils sont montés dans la voiture et Kelly a commencé à parler de la même chose qu'elle avait vue. Même silhouette, même façon de courir, tout pareil. John lui a dit qu'elle était juste ivre et qu'elle délirait. Mais j'ai fini par avouer que je l'avais vue aussi. Là, John est devenu vraiment effrayé. Il a dit qu'il avait entendu quelque chose, mais qu'il avait pensé à un cerf ou un animal dans l'herbe. On a conduit jusqu'à chez Kelly en silence. Le lendemain matin, quand elle et moi nous sommes réveillés chez elle, elle ne se souvenait de rien. Au final, seul John et moi nous rappelons de cette nuit, et je suis le seul à me souvenir de ce que j'ai vu. La maison de John n'avait pas de caméra à l'époque, donc aucune image pour vérifier. Je ne parle plus ni à John ni à Kelly aujourd'hui, mais chaque fois que j'y repense, ça me glace encore. Je me demande s'ils y pensent aussi. Je sais que ce que j'ai vu n'était pas humain, mais parfois je me demande si mon esprit n'a pas rendu le souvenir plus effrayant qu'il ne l'était vraiment. Mon cousin et moi vivons littéralement au milieu de nulle part, juste à côté d'une immense forêt. Au fond de cette forêt, il y a un vieux kiosque où l'année dernière, on s'est amusé à essayer de faire venir un démon. On ne pensait pas vraiment aux conséquences à l'époque. On a entendu quelques trucs qu'on n'a jamais pu expliquer. On a appris la leçon. Voici l'histoire. Il n'y a pas longtemps, la lune avait une teinte orange et toute la zone était couverte de brouillard. On s'est dit que c'était la nuit parfaite pour vérifier s'il y avait une quelconque activité paranormale dans la forêt, sans rien invoquer cette fois. On a garé la voiture et commencé à marcher, mais l'ambiance était vraiment étrange. Au bout de 5 minutes seulement, on a fait demi-tour vers la voiture, alors qu'on fait normalement une balade d'1 heure. De retour dans la voiture, mon cousin baisse sa fenêtre et commence à faire clignoter sa lampe torche vers les arbres, en mode stroboscope. Et là, d'un coup, on voit 2 yeux rouges très brillants nous fixer depuis environ 90 mètres. Ils sont restés visibles 2 secondes, puis ont disparu. On essayait de comprendre ce qu'on venait de voir, quand 10 secondes plus tard, le capteur de recul de ma voiture se déclenche, indiquant que quelque chose se trouvait juste derrière. C'est le seul fait objectif de l'histoire. La voiture a clairement détecté quelque chose qui n'était pas là quelques instants avant. Je n'ai pas de caméra arrière, donc impossible de voir ce que c'était. J'ai démarré immédiatement, concentré à 100% sur la route. Mon cousin regardait par la fenêtre et il jure avoir vu quelque chose nous poursuivre. Une silhouette grise, humanoïde, qui courait à 4 pattes super vite. Je sais que ça paraît fou, peut-être juste son imagination. Mais est-ce que quelqu'un ici a déjà vécu quelque chose d'un tant soit peu similaire ?
j'ai vécu pas mal d'expériences étranges dans ma vie, et celle-ci est l'une de celles qui m'ont le plus marqué. Bref, quelques fois par an, mes parents, mes frères et sœurs, mes oncles, tantes, cousins et moi allons rendre visite à mon grand-père dans une petite ville perdue au milieu de la forêt Mark Twain, pas loin de Elephant Rocks, si vous connaissez. Dans ma famille, certains croient au paranormal, d'autres pas du tout. Moi j'y crois, et l'un de mes cousins aussi, appelons-le Michael. On passait le week-end chez mon grand-père dans cette minuscule ville de moins de 300 habitants. Pas loin de sa propriété, il y a un parc avec un cimetière juste en haut de la colline. C'est un endroit où mes cousins, mes frères et sœurs et moi allions souvent traîner pendant la journée. En fin d'après-midi, Michael a décidé d'y aller seul, un peu submergé par le bruit de plus de 10 personnes dans une petite maison. Il est revenu au bout d'une trentaine de minutes pour me raconter qu'il avait vu un cerf vraiment bizarre qui le fixait dans le parc. Il l'avait regardé pendant qu'il était assis sur le manège et même marché vers lui, ce qui n'est pas du tout un comportement normal pour un cerf, surtout dans une région où la chasse et les coups de feu sont fréquents. Michael était un peu secoué, donc évidemment, moi j'étais super excité et j'ai proposé qu'on y retourne pour enquêter, ce qu'on a fait. Le cerf était toujours là, debout dans le champ, derrière l'aire de jeu, pas couché, pas en train de manger, pas en train de fuir, juste debout, immobile, en train de nous fixer. Avant de partir, j'avais pris mes cartes de tarot et mon spirit box. En voyant que le cerf était encore là, j'ai allumé l'appareil, mis en mode FM et lancé le balayage des stations, mais quelque chose clochait déjà. Normalement, en FM, j'entends au moins des bouts de chansons. Là, rien que du statique, juste du bruit blanc. Pourtant, on n'était pas trop loin d'un relais radio. La veille, mes cousins et moi l'avions utilisé chez mon grand-père, à même pas 900 mètres de là. Il faisait beau, pas un nuage, donc pas de problème météo. Le simple bourdonnement du statique nous mettait déjà mal à l'aise, mais ensuite, les choses sont devenues vraiment étranges. Je sais que vous n'avez aucune raison de croire un inconnu sur Internet, et honnêtement, je n'y croirais pas non plus si je ne l'avais pas vécu. Mais un brouillard bas a commencé à se former, un brouillard qui ressemblait à des effets spéciaux ratés d'un film d'horreur des années 80. Il rampait au sol, montant à peine à 1 mètre de hauteur, et le cerf a commencé à s'approcher lentement, comme si l'ordre naturel s'était inversé et que nous étions devenus la proie. Une rafale de vent a soudain soufflé mes cartes de tarot du manège, alors qu'il n'avait pas fait un souffle de vent de toute la journée. Après les avoir ramassées, Michael et moi avons décidé qu'on avait assez vu pour la journée. Il faisait presque nuit, et on n'a pas le droit d'être dehors après la tombée du jour. En marchant vers la rue, dos au cerf, on pouvait sentir son regard sur nous, comme s'il évaluait le meilleur angle d'attaque, puis on l'a entendu courir. On s'est retourné juste à temps pour le voir filer dans les bois, en direction du cimetière. Et comme la fille stupide dans un film d'horreur que j'ai toujours juré ne jamais être, j'ai dit « Au moins il est parti de ce côté-là, il ne pourra pas nous couper la route ». Il y avait un bâtiment entre nous et la zone où il avait couru, donc ça me semblait logique. Mais évidemment, ma chance étant ce qu'elle est, à mi-chemin vers la rue, on a entendu un bruit dans les bois de l'autre côté, celui où le cerf n'était pas allé. Ça nous a fait peur, mais ce n'est pas ça qui nous a traumatisés. Ce qui est venu ensuite, oui, un cri, mais pas vraiment animal ni humain non plus, quelque chose d'horriblement entre les deux, un son impossible à décrire, mais qui nous a glacé le sang. On a détalé jusqu'à chez mon grand-père, on est rentré sain et sauf, on a essayé de dormir sans succès. On n'a jamais compris ce qui s'était passé, un cerf bizarre, quelque chose d'autre, ou juste une série de coïncidences que notre cerveau a transformées en histoire hantée. On est retourné au parc depuis, et on n'a jamais revu ce cerf, mais une chose est sûre, je ne crois pas aux coïncidences. Mon fiancé et moi faisions du camping comme on l'avait déjà fait plein de fois dans un parc d'état qu'on adore. Tout était normal. On a fait à manger sur le feu, on a traîné un peu et on a laissé le feu mourir et on est allé dans la tente pour fumer et se reposer. Malgré les 100 000 histoires flippantes que j'ai lues, les bois ne m'ont jamais fait peur. Mais cette nuit-là, mon cerveau a décidé que ce serait une super idée de me refaire mon cauchemar récurrent. Quelqu'un qui marche autour de notre tente. Donc je passe par des cycles où je rêve que je me réveille en entendant des pas autour de la tente.
J'essaie de réveiller mon fiancé, j'échoue. Je rêve encore la même chose, puis je me réveille vraiment en me disant qu'il n'y a rien. 3 ou 4 cycles comme ça, et je me réveille encore à cause des pas. Sauf que cette fois je ne rêve pas, il y a vraiment des pas, puis j'entends un grognement grave, et je suis presque paralysée. J'arrive à réveiller mon fiancé en lui chuchotant. Il y a quelque chose dehors. Il se réveille et on continue d'entendre quelque chose marcher autour de la tente, grogner, râler, renifler. On est en train de se pisser dessus. On n'arrive pas à savoir si c'est gros, ça en a l'air, vu les sons, mais j'espère que les pas sont amplifiés par l'écho des bois et que c'est juste 3 écureuils super vénères. On essaie de regarder dehors, mais on ne voit rien. Les bruits se déplacent vers les bords du site, et là, ça se met à hurler. Des cris d'animaux, des hurlements, des sons de bêtes enragées, puis silence, puis ça revient de l'autre côté de la tente. On essaie de rester silencieux en attrapant nos armes, ridicules. Moi avec mon petit spray au poivre rose, qui va sûrement juste énerver le lion préhistorique de 3 tonnes que j'imagine prêt à me dévorer. Lui avec quelques couteaux de chasse qu'on avait pris pour couper de la corde, ou en cas d'urgence, ou d'humains bizarres. On n'a même pas la hache, parce que je l'ai laissé faire le sac pendant que je bossais. Résultat, on a 80% des trucs importants, et c'est clairement ma faute. On est foutu. Maintenant, ça hurle le long du site. On dirait que tous les petits animaux du nord-est des États-Unis se font écorcher vifs autour de notre tente. Je tremble comme une feuille, sans exagérer. Je dois me lever parce que l'adrénaline me donne l'impression d'avoir fumé la dose de crack d'une vie entière. On n'arrive toujours pas à localiser la bête, ni à voir quoi que ce soit. On va mourir ici, c'est sûr. C'est la fin de saison, il reste peut-être un seul autre site occupé, et on est arrivé trop tard pour s'enregistrer. On va finir en cadavre mystérieux et méconnaissable, et je panique parce que j'ai un enfant. Finalement, ça fait quelques minutes qu'on n'a plus entendu de cris, ni de grognements. La dernière fois, ça semblait être à quelques sites de là. Alors on décide de prendre nos portefeuilles, d'abandonner tout le reste, et d'appuyer sur le bouton panique de la voiture avant de courir comme des dératés, pendant que la bête, espérons-le, se chie dessus à cause des lumières et du bruit. Ça marche, on dégage à toute vitesse. Il est 2 heures du matin, on achète des biscuits dans une supérette, on rentre dormir chez nous. Puis le lendemain, on retourne au camping avec des armes CO2, des haches, des couteaux, tout ce qu'on peut. On ne trouve rien. Pour le contexte, je vis sur des terres tribales. Je ne suis pas membre de la tribu, juste contre la forêt nationale olympique dans le nord-ouest du Pacifique. Je sortais mes chiens pour leur promenade du soir. Ce sont des chiots husky et je les garde en laisse parce qu'ils adorent courir partout et explorer. Ils ont fait leurs besoins, ont reniflé un peu partout et m'ont entraîné sur le chemin de terre qui fait le tour de ma propriété. En approchant de la portion du chemin qui longe la lisière des bois, à la lumière de la lune, j'ai à peine distingué quelque chose qui commençait lentement à sortir des arbres et qui se dirigeait vers nous. À cet endroit, c'est environ 90 mètres de ma maison et 30 mètres de la vraie lisière. Entre les deux, il y a surtout des ajoncs, des buissons et quelques petits arbres. J'ai immédiatement ramené mes chiens à l'intérieur, j'ai attrapé mon fusil et ma lampe frontale et je suis sorti pour voir ce que j'avais aperçu. Je suis retourné sur le chemin de terre jusqu'à l'endroit qui n'est qu'à une quinzaine de mètres de la lisière. Là, à environ 10 mètres dans la zone entre ma propriété et les arbres, j'ai vu 3 paires d'yeux réfléchissant dans les feuillages. J'ai supposé que c'étaient des cerfs. Les 3 ont levé la tête vers moi, et après un moment, 2 d'entre eux ont commencé à s'éloigner vers les arbres. Mais le 3e est resté immobile. Il me fixait directement sans bouger. J'ai sifflé vers lui, malgré les avertissements du folklore disant que c'est une invitation pour d'autres choses. Et presque immédiatement, les yeux sont montés, beaucoup plus haut que leur position initiale. Comme si la chose s'était levée sur ses pattes arrière. Là, j'ai été glacé. J'ai reculé en direction de ma maison en traversant la cour sans quitter les yeux de ma lampe frontale. Je regardais juste assez derrière moi pour ne pas trébucher sur une branche. Les yeux ne sont jamais redescendus, ils ne se sont jamais déplacés.
la chose est restée parfaitement immobile, me fixant tout le long de mon retour. C'est arrivé ce soir même et je n'arrive pas à me calmer ni à dormir. Je me sens paranoïaque, assis à écouter le moindre bruit, à regarder régulièrement vers les bois avec mon monoculaire infrarouge. D'habitude, je considère les cryptides comme du folklore, mais la terreur immédiate que j'ai ressentie, ce n'était pas normal. J'ai chassé le cerf, l'élan, l'ours, etc. et je n'arrive pas à trouver une explication logique à ce que j'ai vu. L'histoire suivante est arrivée à l'un de mes amis les plus proches. Il me l'a raconté le lendemain matin, assis dans sa cuisine, très bouleversé et effrayé. Cela m'a profondément marqué, car cet ami est l'une des personnes les plus courageuses et capables que j'ai jamais rencontrées. Pour montrer à quel point il est calme et difficile à impressionner, je vais raconter un épisode de son passé. Alors qu'il dormait à l'arrière de son pick-up une nuit, dans une zone très isolée du désert du sud-est de l'Idaho, il m'a dit qu'il avait été tiré d'un sommeil profond par la sensation désagréable d'être observé. En ouvrant les yeux, il a été surpris de voir un visage gris, poilu, humanoïde, penché au-dessus du bord de la benne, en train de le regarder dormir. Il s'est redressé d'un coup, surprenant la créature qu'il a vue s'enfuir à travers les buissons de sauge et les roches volcaniques. Quand il m'a raconté ça, je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il a répondu « Je me suis rendormi, j'étais fatigué. » Comme je l'ai dit, pas du genre à paniquer. Alors quand je l'ai vu ce matin-là dans sa cuisine, effrayé et secoué, ça m'a profondément touché. Voici l'histoire. Mon ami et moi venions de déménager à Portland, dans l'Oregon, après l'université. Un jour, il m'a demandé s'il pouvait emprunter mon 357 Magnum pour une chasse à l'arc au cerf qu'il prévoyait le week-end suivant. Il ne pensait pas en avoir besoin, mais il était inquiet à cause de la forte population d'ours dans la zone où il allait chasser. Je le lui ai prêté. Il est arrivé sur le site de chasse, au fond des bois, au bout d'une route forestière, vers le crépuscule. Voulant commencer à chasser dès le lendemain matin, il a enfourché son VTT dans l'obscurité pour rejoindre l'endroit où il avait installé son affût, afin d'y répandre un peu d'odeur et vérifier que ses couloirs de tir étaient dégagés. Alors qu'il était accroupi, en train de verser de l'urine de biche en chaleur sur un buisson, il a senti une présence derrière lui. Il s'est levé et s'est retourné, cherchant la seule lumière qu'il avait apportée. Une petite lampe LED de porte-clés qui s'allume quand on la presse. Il l'a pressée et a vu une paire d'yeux assez large, à environ 1 mètre du sol, réfléchir la lumière. La lampe était trop faible pour révéler autre chose que ses yeux. Pensant qu'il était normal qu'un ours ou un cerf le prenne pour un animal, après tout il était accroupi et sentait l'urine de biche, il s'est redressé, a frappé dans ses mains et a dit d'une voix ferme « Dégage !» s'attendant à ce que l'animal confus s'enfuit en réalisant qu'il avait affaire à un humain. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Au lieu de fuir, les yeux se sont lentement élevés, jusqu'à dépasser les 2,70 m de hauteur. Puis la créature a fait un pas vers lui. Il a ressenti une terreur écrasante et a rapidement dégainé le 357, tenant le revolver dans une main et la petite LED dans l'autre. Il a commencé à reculer. À chaque pas qu'il faisait en arrière, les yeux avançaient, restant toujours juste hors du cercle de lumière. En peu de temps, il s'est retrouvé dos à un grand arbre, qu'il a utilisé pour protéger son arrière, tandis que les yeux l'observaient à 3 mètres de distance. Les yeux oscillaient de gauche à droite, montaient et descendaient légèrement, comme si quelque chose l'étudiait sous différents angles. Même s'il ne voyait jamais réellement la créature, il sentait qu'elle était immense. Sa façon de se déplacer, le bruit des feuilles et des brindilles sous ses pas, la quantité d'air qu'elle inspirait et expirait, et surtout la hauteur des yeux au-dessus de lui. Tout indiquait un être de proportions gigantesques. Après ce qui lui sembla une éternité, il perdit les yeux de vue, mais il pouvait entendre l'animal tourner autour de lui. Plus d'1 heure passa sans bruit ni apparition. Assis contre l'arbre, le revolver armé à la main, il décida qu'il était temps de quitter les lieux. Il était environ 1 heure du matin. Il se mit en route vers l'endroit où il avait laissé son VTT. À sa grande inquiétude, il entendit la créature marcher parallèlement à lui dans les broussailles épaisses. Elle le suivit jusqu'à son vélo.
Ne voulant pas perdre son ouïe, son seul moyen de savoir où se trouvait l'animal, il choisit de pousser son vélo jusqu'au camion plutôt que de le monter. Il lui fallut plus de 4 heures pour rejoindre son camp. Chaque fois qu'il pensait que la créature était trop proche, d'après les bruits dans les forêts, il s'arrêtait, et chaque fois, l'animal recommençait à tourner autour de lui. Quand il semblait s'éloigner un peu, il repartait jusqu'à répéter ce cycle toutes les 10 minutes durant cette nuit interminable. Finalement, après ce qui lui sembla une vie entière, il atteignit son véhicule. Dans un élan de panique et d'adrénaline, il jeta son vélo à l'arrière, démarra le camion et dévala la montagne. Il fallut plusieurs kilomètres pour que le sentiment d'oppression commence à se dissiper. Quand l'adrénaline retomba, les tremblements commencèrent. Il tremblait tellement qu'il avait du mal à garder le camion sur la route jusqu'à ce qu'il arrive chez lui et s'effondre sur une chaise de cuisine. C'est là que je l'ai trouvé, un peu plus tard, lorsque je suis passé nourrir son chien. Après m'avoir raconté ce qui lui était arrivé, je lui ai proposé de retourner avec lui récupérer son matériel de camping et son affût. Il refusa et préféra abandonner ses affaires à la nature plutôt que de retourner là-bas. Même s'il chasse et pêche toujours autant, il ne retournera jamais à cet endroit et évite toute la région. Mon mari et moi sortons toujours le chien avant de dormir, entre 22h et 1h du matin. Il a beaucoup plu ces derniers jours, à Tulsa, Oklahoma, et j'allais sortir seule dans la cour, mais mon mari a insisté pour venir au cas où. Je marche devant pendant qu'il ferme la porte et je l'entends dire « Hello ». Je me retourne. Personne. Il me rejoint sans rien ajouter. Le chien et moi avançons encore un peu, et je remarque qu'il regarde constamment derrière nous. La cour de notre immeuble est un grand espace d'herbe entouré d'appartements en forme de U avec des escaliers sur les côtés. Personne dehors, ce qui est étrange car vers 23h, on croise toujours quelques voisins, même s'il fait un peu froid. Mon chien se met à aboyer. Je lui dis de se taire, mais il fixe le toit. Je me retourne, je lève les yeux et quelque chose nous regarde depuis le haut du bâtiment. J'ai l'impression de l'avoir observé pendant 3 minutes, même si c'est difficile à décrire. C'était blanc, avec des yeux creux, des bras blancs, mais pas du tout humains, et une tête longue, presque comme celle d'un dauphin blanc. Mon mari lâche. Je suis pas assez défoncé pour ce genre de conneries, ce qui me fait le regarder, et quand je me retourne, la chose a disparu. Je me dis que j'ai dû halluciner, ou que quelqu'un essayait de nous faire peur. Je rejoins mon mari, mais il se recule, visiblement contrarié. Je pense qu'il m'en veut de l'avoir forcé à sortir dans le froid, alors je lui dis de rentrer, et que je vais finir la promenade du chien. Il ne pleut plus, mais on entend des bruits métalliques sur les toits. Il secoue la tête, refuse de me laisser seule. Le chien est nerveux, alors on rentre tous les trois. Mon mari et le chien marchent devant, moi un peu derrière. C'est là que j'entends un gros bruit métallique dans les escaliers. Notre appartement est dans le même couloir, donc j'arrive presque à la porte. Je me retourne et je vois la créature dans les escaliers. Je commence à reculer, je me sens très mal, l'angoisse monte d'un coup. Alors je cours jusqu'à la porte pour regarder discrètement et demander le téléphone de mon mari. Avant qu'il me le donne, j'entends un bruit étrange à l'autre bout du couloir, à l'opposé de la créature. Je me retourne d'un coup et j'aperçois l'arrière de la chose, qui ressemble à un cerf blanc sans poils. Mon mari me tire à l'intérieur et ferme la porte. Il m'avoue qu'il a été effrayé dès le début, que son esprit lui a joué des tours, puis il décrit exactement ce que j'ai vu. Il l'a aperçue au bout du couloir quand on est sorti, puis encore quand elle nous observait depuis le toit. D'où sa remarque, je suis pas assez défoncé pour ça. Après ma crise d'angoisse, je lui ai expliqué ce que j'avais vu. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'était énorme, rapide et pas humain. Je suis une femme de 18 ans et je vis dans la campagne anglaise.
Ce soir-là, j'étais avec mes amis, une fille de 18 ans, appelons-la Alex, et un garçon de 19 ans, appelons-le Sam. Tout avait commencé comme une sortie improvisée pour fêter la fin de notre dernière journée de cours. Après être rentré chez moi, Lex m'a proposé de sortir faire un tour en voiture, juste rouler dans notre comté pour passer le temps, profiter de l'excitation de la fin des études, même si on n'avait pas les moyens de sortir fêter ça. Après avoir vu quelques amis, on est allé chercher Sam. Il vit dans un petit village rural complètement isolé, ce qui n'est pas du tout notre environnement habituel. En roulant sur ces petites routes étroites et défoncées, on a toutes les deux ressenti une sensation étrange, comme si on était observés, et pas par des habitants, par quelque chose d'inhumain. Les villages qu'on traversait ressemblaient à des décors de films d'horreur. Et pour la première fois, ça ne ressemblait plus à de la fiction. En attendant Sam devant chez lui, Lex a senti quelque chose lui attraper le bras. La fenêtre était fermée, personne n'était dans la voiture, et elle était côté conducteur, donc côté gauche. Ça nous a glacés. On a ensuite passé la soirée chez un ami à jouer au billard et aux fléchettes. Vers 2h45 du matin, il était temps de rentrer, mais l'atmosphère était lourde, oppressante. Et non, avant que quelqu'un ne le dise, nous n'avions rien bu ni pris, ce qui est inhabituel pour nous. On a commencé le trajet pour amener Sam chez lui. Sur la route, on s'est arrêté dans un village pour s'asseoir dans un cimetière. Idée un peu bizarre, mais j'étais la goth du groupe, donc je devais prouver que je pouvais le faire. On est resté respectueux, évidemment, mais encore une fois, cette sensation d'être observé par quelque chose de non humain était là. On a repris la route, on a croisé les animaux habituels, cerfs, lapins, hérissons, renards, rien d'anormal, jusqu'à ce qui a suivi. Alors qu'on approchait du village de Sam, une petite créature noire d'environ 60 cm a traversé la route devant nous. Elle était humanoïde, marchait sur deux jambes avec des yeux brillants reflétant les phares. Au début, on a pensé à un animal, jusqu'à ce qu'on remarque qu'elle avait aussi des bras humains et des jambes étrangement humaines. Puis elle a filé dans l'herbe de l'autre côté de la route plus vite que n'importe quel animal qu'on avait vu cette nuit-là. En repartant, Sam et moi l'avons vue nous observer depuis les herbes avant de disparaître. Après avoir déposé Sam, Lex m'a ramené chez moi, et là, ça a empiré. Il était 3h15, on a remis la musique et Google Maps pour sortir du village, et soudain, nos deux téléphones ont commencé à bugger en même temps. Un seul téléphone qui glitch, ok, mais deux, simultanément, exactement au moment où on repassait près de l'endroit où on avait vu la créature, c'était autre chose. Les routes devenaient confuses, comme si on tournait en rond. On avait l'impression d'être dans une réalité décalée, ou sous l'influence de quelque chose de surnaturel. Alors, qu'est-ce que c'était ? Je vis en Irlande à Dublin. Je ne suis pas vraiment un croyant des cryptides comme le monstre du Loch Ness ou Bigfoot et je n'ai jamais vécu quoi que ce soit d'étrange dans ma vie jusqu'à maintenant. Il y a environ 2 jours, je me promenais dans une réserve naturelle près de chez moi. D'habitude, je ne fais que traverser pour rentrer chez moi, mais ce soir-là, j'avais besoin de me vider la tête, alors j'ai fait tout le parcours. Vers le milieu de la réserve, il y a une grille qui sépare les broussailles et les arbres instables du chemin principal. Juste devant, il y a un banc où je m'assois souvent pour écouter de la musique et me détendre. Quand je me suis assis, j'ai regardé à travers la grille et j'ai vu la chose la plus étrange de toute ma vie. Derrière la grille se tenait ce qui ressemblait à une silhouette en bâton, comme celle qu'on dessine enfant. Elle se trouvait à environ 2 mètres de la grille, mesurait près de 2,10 mètres et semblait toucher le sommet des petits arbres autour d'elle. Dès que je l'ai vue, j'ai été incapable de bouger. Mon corps refusait de réagir. J'ai ressenti des picotements partout, comme quand une jambe s'endort, mais sur tout mon corps. Après environ 5 minutes, j'ai détourné le regard, et j'ai eu l'impression que quelque chose tirait violemment ma tête sur le côté. Une vague de nausée m'a submergé. Je me suis levé et j'ai couru jusqu'à ne plus pouvoir respirer. J'ai vomi 3 ou 4 fois avant de rentrer chez moi en tremblant. C'est là que j'ai remarqué quelque chose d'encore plus bizarre. Quand je suis arrivé au banc, il était 19h. Quand j'ai fui, mon téléphone affichait 22h. J'ai perdu 3 heures alors que j'avais l'impression d'être resté assis 20 minutes, peut-être 30. Depuis, je me sens très mal.
nausée, tout violente, incapacité à me détendre, besoin de respirer profondément pour ne pas paniquer. 2 jours plus tard, ça ne passe toujours pas. Détail supplémentaire, la créature était immense. Elle avait de longs bras noirs qui descendaient jusqu'à ses pieds, beaucoup plus longs que ses jambes. Son corps était noir profond, avec une brillance presque surnaturelle, comme de l'écorce mouillée ou du goudron. Sa tête semblait plus claire que le reste du corps, partiellement caché par les feuilles d'un arbre. Après l'événement, j'ai été malade plusieurs jours, migraine, quinte de toux, douleurs musculaires, paranoïa intense au point de ne plus pouvoir sortir de chez moi. Je tousse encore aujourd'hui, même si ça peut être lié au mauvais temps récent. Je vais commencer par dire que j'ai toujours été une grande adepte des théories du complot. Je vis en Alabama, je suis passionnée d'observation du ciel et de chasse aux phénomènes aériens non identifiés. J'ai entendu parler des cryptides, j'y ai toujours cru un peu, mais dans ma tête c'était du genre « ouais, c'est fou, mais ça ne m'arrivera jamais à moi ». Ce soir, je voulais passer un moment en tête-à-tête avec mon mari, loin des enfants, pour regarder les étoiles, peut-être voir la Voie lactée, etc. J'ai trouvé un endroit isolé, sans aucune pollution lumineuse, au fin fond de la forêt nationale de Mankato, à 1 heure de route, donc j'ai décidé qu'on irait. On arrive sur place et c'est noir. Pas une seule personne, pas un magasin, pas un lampadaire. Juste la forêt, une route sinueuse, des arbres partout. Le GPS nous fait tourner sur une route à sens unique, longue, sans aucun endroit où s'arrêter, juste de la forêt dense des 2 côtés. Dès qu'on s'engage sur cette route, on a tous les deux un mauvais pressentiment. Mon mari est d'habitude celui qui me dit que je me fais des films ou que mon anxiété parle. Il ne croit jamais au surnaturel. Mais là, même lui a dit que quelque chose clochait. Peu après, on commence à voir des boules de lumière blanche dans les arbres. Je trouvais ça cool et inoffensif, mais plus on avançait, plus le malaise grandissait. Puis, à environ 3 mètres devant nous, une boule de lumière blanche apparaît en plein milieu de la route, à hauteur des yeux, clignotant comme un signal. Mon mari devient nerveux et dit « Tu vois ça? C'est quoi ce truc ?» J'ai essayé de trouver une explication rationnelle, rien. On continue, la lumière disparaît. Juste après, de mon côté passager, on voit une rangée d'arbres immenses, complètement brisés, écrasés, comme si quelque chose de gigantesque était passé par là. Le malaise empire. Et juste après, toujours du même côté, on voit une silhouette immense, peut-être 2,20 mètres, avec des yeux lumineux, debout dans l'obscurité. Elle disparaît dès qu'on la remarque. Mon mari sursaute et dit « Tu as vu ça ?» On arrive à notre spot. Aucun de nous ne se sent en sécurité pour sortir de la voiture. On ouvre juste le toit ouvrant et les fenêtres. Mon mari éclaire autour avec la lampe fixée à son arme, tellement il faisait noir. Moi je regarde les étoiles, et c'est là que ça arrive. Un silence étrange tombe sur la forêt, puis un sifflement volontaire, clairement pas humain, mais pas animal non plus, un son qui ne devrait pas exister. Mon mari me regarde, les yeux écarquillés. « Tu as entendu ça ?» Puis le sifflement revient, beaucoup plus proche, beaucoup plus fort, mais pas humain, pas animal, quelque chose entre les deux. Là, je le regarde et je dis « Ne parle pas de ça, démarre, on se casse maintenant. » On remonte les fenêtres et on dégage à toute vitesse. J'ai prié tout le trajet du retour, j'étais terrifiée. Je ne sais pas ce que c'était, mais j'ai retenu une chose, ne jamais aller dans une forêt nationale la nuit. Je n'y retournerai plus jamais.